instaurer l'autorité chez les enseignants vis-à-vis des élèves, indispensable à mon avis au bon fonctionnement de l'enseignement. Alors, je viens de répondre. Indispensable l'autorité, plus encore, indispensable le respect, indispensable le geste qui montre que un enseignant ne se maltraite pas. Mais comment on fait? Eh bien, je viens de le dire, les élèves déstabilisateurs, on les sort du collège. Il y a des gestes, par exemple, on dit quand le prof rentre dans la classe, il faut à nouveau imposer que les élèves se lèvent. Mais il y a beaucoup d'établissements où ça se fait, et c'est bien. Tout geste extérieur, et c'est de l'éducation, ça. C'est pas uniquement la loi, c'est de l'éducation. On fait ça tout au long de l'année pour que le jour où il y a une tension, tout le monde comprenne que stop. Uniforme, non. Vous me poussez dans mes retranchements. Non, non, parce que ça peut être une manière, beaucoup proposent ça finalement, les bonnes vieilles recettes. Ça veut dire, bien sûr, on peut pas l'établir par la loi. Mais si j'étais à la tête d'un établissement et que je puisse en effet essayer quelque chose, j'essaierais cette idée. Je vais vous dire pourquoi. Vous imaginez pas le nombre de mères RMistes qui viennent me voir en disant « Monsieur Bayrou, je n'en peux plus parce que mon fils ou ma fille, ils me font une guerre effroyable pour les marques. Ils veulent des Nike, ils veulent des chevignons, ils veulent avoir sur le dos des vêtements qui coûtent. Et c'est les plus pauvres qui se trouvent en situation d'avoir à payer des choses comme ça. Je trouve que ça ne va pas. Je trouve que c'est de l'exploitation. C'est de la surconsommation et de l'exploitation. Et rien que pour voir ce qu'on fait dans des collèges britanniques ou outre-mer, j'aimerais bien qu'on délivre ces familles du poids de ces marques, de cette consommation publicitaire effrayante qui fait qu'on les ruine et qu'on leur donne mauvaise conscience en plus. Parce qu'évidemment, comme vous le voyez, c'est les enfants qui ont le moins qui se sentent le moins bien dans la vie, qui ont le plus besoin d'avoir des marques. Je trouve ça de la barbarie, si vous voulez que je vous dise vraiment les choses comme je les pense. Alors, on joue un petit peu. Alors, je reconnais que c'est pas la mode, ce que je viens de dire. Oui, c'est pas très Stéphane Saléger, bonsoir. Vous dirigez le pôle femmes-enfants de l'hôpital d'Aulnay-sous-Bois. Voilà, dites-nous ce que vous constatez et posez votre question à François Bayrou. Oui, bonjour. Effectivement, donc j'anime le pôle femmes-enfants d'Aulnay-sous-Bois en département de Seine-Saint-Denis. C'est-à-dire obstétrique et pédiatrie. Effectivement. Et donc ça anime maintenant les deux départements de pédiatrie et de gynécologie dans un département que vous connaissez, en tout cas qui est connu par sa multiculturalité, par ses fortes disparités sociales, économiques, sociales, traditionnelles. Et il est vrai que les équipes médicales et soignantes sont dorénavant confrontées dans leur pratique quotidienne, dans leur mission de service public, garant en principe de neutralité, d'égal accès aux soins et aux traitements, sont confrontées donc à une montée des traditions, des exigences culturelles, religieuses, source pour elles d'incompréhension, voire de frustration, et encore plus d'agressivité dans la vie quotidienne, dans leur pratique de soins, qu'elle soit verbale ou physique. Ma question, c'est bien sûr, comme candidat à la présidence d'une République une et indivisible, quelle attitude, et laïque, je n'osais pas prononcer le mot, quelle attitude allez-vous adopter face à cette montée de communautarisme, là il faut le dire, source de désarroi pour ces équipes et qui peut troubler effectivement le service public de l'hôpital? J'imagine que vous évoquez le rapport entre les femmes et les médecins, selon que ce sont des médecins femmes ou des médecins hommes. C'est ça le... Par exemple. Mais ce n'est pas le seul problème. Il me semble que dans l'exercice de tous les jours, je crois que c'est d'ailleurs le cas, quand on a rendez-vous, il y a beaucoup de femmes, et pas seulement musulmanes, qui préfèrent être suivies par un gynécologue homme, femme plutôt qu'un gynécologue homme. Peut-être l'inverse d'ailleurs. Enfin bon, absolument. Il y a l'accès aux médecins et il y a beaucoup de femmes qui en effet veulent exercer ce choix. Je pense qu'il est légitime. La question, j'imagine, se pose aux urgences. Et là, il faut expliquer à tout le monde que les urgences, ce sont les urgences, qu'il y a un intérêt
général, un intérêt qui s'impose à tout le monde, à faire que quand il y a situation de crise, médicale de crise, à ce moment-là, eh bien, le secours est apporté, l'aide est apportée et le diagnostic est apporté indifféremment par des hommes ou des femmes qu'on ne peut pas avoir le même type d'exigence. Alors, charte de la laïcité, c'est-à-dire ce qui est prévu, je crois, dans les hôpitaux, vous êtes favorable à une espèce de charte de la laïcité, de la qui s'applique laïcité, à tout le monde? De la laïcité compréhensive. Tout à fait. Donc, enfin, c'est déjà appliqué dans la plupart des Dans la services de plupart des gynécologie, hôpitaux, je pense. Oui. en urgence, effectivement, et dans les blocs de ce qu'on appelle les salles de naissance. Mais il persiste des difficultés réelles. Hein. Malgré cela, l'incompréhension est présente. Il y a généralement des sages-femmes, quand même, enfin des choses qui permettent d'apporter en urgence, de garde, on ne peut pas toujours avoir deux médecins, une femme, un homme. Quand il y a urgence, il faut que tout le monde comprenne et qu'on le dise à tout le monde que l'impératif de secours et de solidarité qui est celui de la République française, de notre hôpital, eh bien, il impose que le secours soit apporté indifféremment par un homme ou par une femme. Question de Mohamed. J'aimerais savoir si vous étiez pour ou contre l'adoption d'enfants par des couples homosexuels. Êtes-vous pour ou contre l'homoparentalité? Et également, j'aimerais voulu savoir si vous étiez pour ou contre le mariage homosexuel. Il y a beaucoup au cœur de la campagne. Je suis pour une union civile qui permet à des couples homosexuels d'avoir les avantages en termes de transmission, de patrimoine. Il y a un s'améliorer, c'est ça? Oui, je pense qu'on peut dire une union civile. La transmission de l'un à l'autre en cas de décès, ce qui est aujourd'hui le principal problème qui se pose, des personnes qui ont vécu ensemble sont considérées comme des étrangers les uns aux autres aux yeux du fisc, ça me paraît pas normal. Et quant aux enfants, vous dites, monsieur disait l'homoparentalité, est-ce que vous êtes pour? L'homoparentalité, elle existe. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui élèvent des enfants après avoir découvert ou après avoir révélé leur homosexualité alors qu'ils ont eu déjà des enfants. Et ils les élèvent. Et ils font tout ce qu'ils peuvent. Et ils y arrivent le plus souvent. Et il arrive aussi que des couples hétérosexuels n'arrivent pas très bien à élever des enfants. Mais il y a le cas tout à fait particulier, spécifique, qui sont 30 000, d'enfants élevés dans le seul cadre d'un couple homosexuel et qui n'ont pas d'autres parentés à l'extérieur que les deux femmes, en général, qui les élèvent. Eh bien, je suis pour que dans ce cas-là, on puisse reconnaître le lien entre l'enfant et le deuxième parent. Ce qui vient d'être fait une fois par Ça vient d'être fait par les tribunaux, parce que si la personne, la mère généralement, par qui il a été conçu, ou par qui il a été adopté, meurt, qu'est-ce qui reste? L'enfant se retrouve orphelin alors qu'il a été élevé par ces deux personnes. Je trouve que ce n'est pas juste. Et je trouve qu'on a un instrument qu'il faudrait peut-être adapter pour ça, j'allais dire adopter et adapter pour ça, c'est ce qu'on appelle l'adoption simple, qui crée un lien d'éducation et pas un lien de filiation. Et je trouve que ça mérite d'être exploré et que ça, c'est juste. Alors vous voyez que, bon, c'est un sujet qui m'a donné beaucoup à réfléchir et sujet de compréhension aussi, si on peut. Alors, Heidi, question? Bonsoir Monsieur Bayrou. Ma femme et moi avons 6 enfants et sur nos 6 enfants, moi aussi. 5 veulent déserter la France pour vivre et travailler à l'étranger. Ne trouvez-vous pas que c'est très grave et que comptez-vous faire pour retenir ces jeunes désabusés par toutes les promesses qui ne débouchent jamais sur rien? Voilà, Heidi qui est ébéniste. D'abord, oui, c'est très grave. Ouais. Oui, c'est très grave qu'il y ait tant de centaines de milliers de jeunes qui s'en aillent. Non pas que ça ne soit pas bien d'aller faire une expérience à l'étranger, je trouve que c'est très bien. J'ai actuellement un fils à l'étranger, je trouve que c'est très bien et qu'il y apprend des choses et je trouve ça très bien. Mais je pense que c'est bien aussi d'avoir un plan de retour. Qu'est-ce qu'on peut faire? Eddy disait, ils sont découragés par les promesses qui ne sont jamais tenues. Eh bien, il faut faire peu de promesses et tenir les promesses. Il faut changer le climat en France. Qu'on ait l'égalité des chances, la possibilité d'une première chance, quand ça n'a pas été la possibilité d'une deuxième chance, qu'on puisse monter dans la société sans être exclu dès son plus jeune âge. Vous savez bien que la plupart des situations de responsabilité, elles sont jouées à 20 ans. Et on n'a jamais de deuxième chance. Si vous avez réussi le bon concours ou le bon examen, ou obtenu la bonne formation,